Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour, chers auditeurs. Ici, c'est Guy Laperrière qui a le plaisir d'être votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui, Notre Histoire en tête. Et nous accueillons Jérémy Lévesque Saint-Louis à l'occasion de la parution de son livre sur l'arpenteur général Joseph Bouchette, paru en 2023 aux presses de l'Université Laval. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Guy. Merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir que tu sois venu. Et on va commencer par faire connaissance. Alors, Jérémy Lévesque Saint-Louis, vous êtes né à Rimouski en 1991. Oui. Vous êtes un jeune chercheur en histoire. Vous avez fait toutes vos études à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Et le livre que nous avons sous les yeux est la version remaniée de votre mémoire de maîtrise, Absolument. qui a été soutenue en 2021 sous la direction du professeur Danny Fougère, qui signe d'ailleurs une très belle préface de votre ouvrage. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer sur ce sujet-là? Oui, bien, à la base, en fait, c'était vraiment une envie de travailler sur le territoire. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait d'avoir grandi dans l'Est du Québec avec ses grands espaces, mais j'ai toujours été fasciné par l'aménagement du territoire, l'occupation du territoire, comment on s'adapte à celui-ci. Et puis, avec Danny, on essaie de trouver un sujet qui pourrait faire l'affaire pour la maîtrise. On s'était déjà parlé ensemble et on avait décidé que ça pourrait être mon directeur. Et donc, moi, à la base, j'avais l'idée de travailler sur la survie sur le territoire, comment on réussit à s'adapter au climat, à l'environnement au Québec qui peut être difficile. Et c'était très large, difficile à circonscrire comme sujet. Et c'est Danny, finalement, qui m'a suggéré, il y a un personnage qui a écrit beaucoup de choses, qui serait une source super intéressante et que les gens ont travaillé dessus, mais pas beaucoup. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de choses qui ont été publiées à ce sujet. Et donc, je suis allé fouiller, je suis allé apprendre à connaître ce personnage-là, qui est Joseph Bouchette. Et puis, j'ai plongé dans ses livres et tout de suite, ça a été... Le déclic. Oui, ça a été, je crois que c'était parfait pour aborder le territoire. Et puis, avec un personnage au centre, c'est plus facile d'avoir une ligne directrice. Mettre en récit tout ça, ça peut bien se faire. Alors, on va y arriver dans un instant, mais avant ça, je vais vous poser une autre question, parce que je sais que vous continuez vos études au doctorat. Je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que vous travaillez maintenant au doctorat. Oui, alors pour le doctorat, j'ai reculé dans le temps. Donc, je travaille sur le régime français et je travaille sur le contrôle du territoire au Canada sous le régime français, donc de 1660 à 1760. Et je m'intéresse rapidement à 3 axes, donc la rivière Richelieu, qui est une frontière militaire, le fleuve Saint-Laurent, disons de Montréal jusqu'au lac Ontario et les pourtours du lac Ontario, et ensuite la rivière des Outaouais. Et je veux étudier comment, sous les autorités françaises, on déploie un système de réseau de contrôle pour contrôler la circulation des biens, des gens, pour pouvoir agir, intervenir sur le territoire. C'est des forts, ça? Oui, entre autres des forts, mais c'est aussi des magasins, mais pas des magasins du roi exactement, mais des entrepôts royaux, disons, qui sont placés à des endroits stratégiques, par exemple, pour entreposer des barques en haut et en dessous d'un rapide. Et donc, tout un système là, logistique qui permet de circuler et de contrôler la circulation, donc, sur ce territoire. Donc, vous avez reculé du Bas-Canada à la Nouvelle-France. Exact. Et nous, on revient en vitesse au Bas-Canada avec Joseph Bouchette, qui est le sujet du livre qu'on regarde aujourd'hui. Alors, regardons ce livre-là. D'abord, je donne le titre précis. C'est « Retracer le territoire et tracer le pays ». L'arpenteur général Joseph Bouchette, 1791-1840. Donc, la période qui nous intéresse, c'est celle qui suit l'acte constitutionnel de 1791. Cet acte-là séparait le Bas-Canada du Haut-Canada et permettait aux Canadiens d'avoir une chambre d'assemblée. C'est une période qui s'étend donc jusqu'en 1840, c'est exactement la période que vous couvrez, qu'on appelle habituellement la période qui précède la période de l'Union. En gros, disons le premier tiers du 19e siècle. Tous ceux et celles qui ont travaillé sur le Bas-Canada à cette époque sont tombés en effet sur ces 2 gros ouvrages de Joseph Bouchette. Le premier qui s'appelle Description topographique de la province du Bas-Canada, qui a été publié en 1815, et l'autre 15 ans plus tard, en 1831, en anglais, The British Dominions in North America. Alors,
évidemment, ce n'est pas tout le monde qui connaît ces ouvrages-là. Pouvez-vous nous dire, en gros, ce que ça contient, ces deux gros ouvrages-là, Description topographique et The British Dominions? Alors, description topographique, ça veut dire que on fait une description détaillée et en panorama, si on veut, du territoire du Bas-Canada. En fait, du Haut et du Bas-Canada également, dans le premier. Et ensuite, dans le deuxième, paru en 1831, là, c'est vraiment là, un portrait assez précis de tous les territoires contrôlés par l'Empire britannique là, au nord des États-Unis, finalement, qui vont éventuellement devenir la Confédération canadienne. Et donc, le premier de 1815, vraiment, la partie principale couvre le Bas-Canada parce que c'est le territoire, disons, ancien, entre guillemets, de colonisation européenne. Donc, cette partie-là fait beaucoup plus, est plus grande dans le livre, mais on aborde aussi le Haut-Canada, mais qui est vraiment en développement au début du 19e siècle, qui est encore peu habité par des gens d'origine européenne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces livres-là? C'est qu'il y a une description réellement seigneurie par seigneurie, canton par canton du territoire, de l'écoumène, donc de l'espace habité, occupé. Et on va décrire les infrastructures, les routes, les industries qui s'y trouvent, les cultures qu'on fait dans les champs, etc., etc. C'est vraiment une description fine et détaillée du territoire. Et au-delà de ça... Est-ce que c'est l'équivalent d'un recensement, en quelque sorte? Ça pourrait presque ressembler à ça. On dirait un dictionnaire topographique un peu, dictionnaire, oui, exact. Et au-delà de ça, par contre, Bouchette va aussi, ne se gêne pas quand même pour y aller de ce qui est plus proche de son opinion par rapport au commerce, par rapport à l'histoire de la colonie, par rapport à sa relation avec les États-Unis qui sont nouvellement formés à l'époque. Et donc, c'est aussi un ouvrage qui a une certaine valeur politique, économique, etc. Oui, parce que lui s'implique dans le... oui, tout à fait. Il donne quand même son opinion, toujours en faveur de l'Empire britannique, mais il donne quand même son opinion dans On va y ses revenir livres. tout à l'heure à Oui. l'Empire britannique. Mais pour l'instant, on va faire connaissance, mesdames, messieurs, avec le personnage lui-même, Joseph Bouchette. Commençons par le commencement. Il est né à Québec en 1774 et il va devenir arpenteur. C'est une tradition familiale. On sait qu'il a participé très jeune à des travaux d'arpentage avec son oncle qui s'appelait Samuel Holland. Quand celui-ci meurt en 1801, Joseph Bouchette prend la relève et devient lui-même arpenteur général du Bas-Canada. Pouvez-vous nous dire, Jérémy, en quoi consistait cette fonction d'arpenteur général du Bas-Canada? Oui, alors c'est une fonction, on pourrait comparer là, sommairement à un poste d'un directeur d'un ministère. C'est vraiment quelqu'un qui a un rôle, bon, évidemment par rapport à la pratique de l'arpentage, mais c'est un rôle administratif, fait partie de la haute administration de l'Empire dans la colonie canadienne. Et donc, son travail, c'est de coordonner tous les projets et les travaux des autres arpenteurs qui sont sous sa gouverne, finalement. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, assez vite, là, on augmente. Et donc, autour des années 1815, on pourrait, là, il doit avoir à vérifier pour les chiffres tout à fait exacts, mais disons, on est certain qu'il y a à peu près 50-60 arpenteurs qui 50, travaillent. 60? Oui, c'est un bureau assez important. Oh. Là. C'est beaucoup de coordination, beaucoup de communication à entretenir avec tous ces gens-là. Et il y a des apprentis, il y a des gens qui copient des dessins, des plans, des cartes, etc. Et donc, c'est quand même un bureau là, qui doit, à une certaine époque, doit compter une centaine d'individus qui travaillent. Pas nécessairement tout le monde travaille en même temps à Québec dans le bureau, mais sur le territoire, là, c'est quand même plusieurs dizaines d'individus qui sont impliqués. Donc, c'est un travail administratif et de direction assez important. Et outre la coordination, Bouchette doit aussi s'assurer que tout le travail d'arpentage, les mesures, donc, sont faits de façon précise, en suivant un protocole. Tout ça est vraiment encadré par des règlements, des lois. Et donc, Bouchette, lui, doit s'assurer que tout ça est fait dans l'ordre. Donc, c'est un travail administratif. Est-ce qu'on doit dire que Joseph Bouchette est un homme qui travaille dans un bureau à Québec? Entre autres, mais lui-même va arpenter le territoire, donc va se promener sur le territoire de long en large, va faire plusieurs grands voyages, donc en se promenant sur les cours d'eau, à pied dans les forêts. Donc, il y a vraiment comme un travail d'explorateur, qu'on pourrait dire. Et il va recenser l'état du territoire. Et donc, mais vraiment, lui-même va aussi aller ouvrir surtout des cantons à l'époque. Hein. Et donc, il va aller dans des zones où on veut développer la colonisation. Il va aller vérifier l'état du territoire, des ressources, du sol, etc. Et aussi, donc, faire les mesures lui-même. Une autre question que j'aimerais vous poser, Jérémy Lévesque Saint-Louis, c'est que
Joseph Bouchette évolue dans un milieu particulier à Québec. J'aimerais bien ça que vous nous présentiez. C'est très bien dit dans votre livre. Résumez-nous donc un peu sa situation, son milieu social. Oui, donc c'est comme je dis, hein, c'est un personnage qui est dans la haute administration, donc il appartient à une espèce, ou en tout cas, il appartient Est-ce qu'on peut dire l'élite? Oui, une élite coloniale, tout à fait, à une genre d'aristocratie coloniale même. Donc, qui est très lié à toutes les hautes fonctions dans l'Empire britannique et à la couronne, évidemment. Et donc, Bouchette, ben, d'une part, il y a sa famille que vous avez évoquée, hein, donc qui était connectée à l'Empire britannique, son oncle, qui était son oncle par alliance. Donc, c'était pas son oncle de sang, mais son père connaissait bien les autorités britanniques aussi. On va y revenir, je crois, plus tard. Non, parlez-nous-en donc. On peut en parler tout de suite. Bon, son père avait donc était pilote d'embarcation, notamment de petites goélettes. Et les Américains, en 1775, pendant leur révolution, vont prendre Montréal à l'automne 75. Et à ce moment-là, le gouvernement britannique est à Montréal et ils doivent donc prendre la fuite vers Québec alors que les insurgés américains attaquent la ville. Et le père de Bouchette, donc, va piloter une embarcation qui va permettre aux autorités de fuir. Et il va devenir un genre de héros canadien-français, si on veut, pour les autorités britanniques. Et certainement, ça va avoir créé des connexions entre la famille à Bouchette et la haute administration britannique, ce qui a certainement facilité l'entrée de Bouchette dans ce milieu-là, parce qu'à l'époque, quand même, il y a plusieurs autorités britanniques qui se méfient des gens francophones, catholiques, parce que, bon, il y a des tensions religieuses, mais aussi il y a beaucoup de tensions avec la France, notamment quand on va arriver dans les guerres napoléoniennes. Là, les Britanniques se méfient tout à fait. Oui, exact. Les Britanniques vont se méfier des francophones, mais donc ça n'empêche pas Bouchette de rejoindre quand même la haute administration, ce qui permet quand même de nuancer aussi la période. Donc, on se méfie, mais c'est pas non plus un monde en vase clos. Est-ce qu'il n'y a pas son épouse aussi qui est intéressante dans le décor? Son épouse? Oui, son épouse est connectée aussi au monde des trafiquants de fourrure. Donc, le commerce des fourrures est toujours important au début du 19e siècle, même si ça commence à décliner. Et donc, il va avoir, à part cette alliance-là, il va avoir un contact direct avec des grands marchands de fourrure montréalais, McTavish, entre autres. Oui. Et certainement aussi ces gens-là qui eux-mêmes circulent beaucoup sur le territoire, qui vont aller dans l'arrière-pays pour faire du commerce avec les Autochtones, entre autres. Et donc, certainement, je suis convaincu que Bouchette a été intéressé à cette connaissance-là du territoire aussi. Donc, au niveau commercial, au niveau de son père qui a aidé les Britanniques et au niveau de son oncle qui a été lui-même arpenteur général, Bouchette vient d'un milieu qui est très connecté avec la haute administration Et comment anglaise. est-ce que c'est vu, ça, par les autres Canadiens qu'on appelait? Eh bien, certainement, ceux qui sont plus favorables au gouvernement britannique vont voir ça d'un bon œil. Hein? Quelqu'un d'ici qui a un poste important dans l'administration, ça peut être bien vu. Mais du côté de ceux qui s'opposent à l'impérialisme britannique, à l'Empire britannique, certainement, lui va être considéré comme on pourrait dire un vendu, j'imagine, voire peut-être même un traître à la limite par des gens qui sont beaucoup plus patriotiques, parce que c'est une période où le patriotisme, le nationalisme commence à vraiment se développer. Oui, tout à fait. On va voir les rébellions patriotes de 1837-38. D'ailleurs, un des fils de Bouchette va y participer. Oui. Mais Joseph Bouchette père, lui, va toujours rester fidèle à la couronne. Oui. Et donc, par exemple, lui va être en faveur de l'union des deux Canada pour qu'il y ait une seule chambre d'assemblée qui soit très fidèle au gouverneur. C'est à quel moment, ça? Les projets d'union, c'est dans les années 1820 vraiment que ça se développe. Exact. Et donc, Bouchette, lui, vraiment, est du côté de l'Empire. Il est en faveur de ça. Et non seulement il est du côté de l'Empire, mais si j'ai bien compris, il va faire un certain nombre de voyages en Angleterre. J'aimerais ça que vous nous parliez de ces voyages en Angleterre. Oui, donc il va aller quelques fois en Europe, mais les deux plus importantes, du moins pour mon livre, ce qui nous intéresse le plus, c'est 2 voyages. Donc, en 1814-1815, en fait, il fait imprimer ses 2 livres à Londres. Et donc, à chaque fois que ce moment-là arrive, il se rend en Angleterre pour aller compléter le travail sur ses livres et donc travailler avec l'imprimeur, les graveurs et tout ça pour imprimer et publier ses ouvrages. Donc, son livre de 1815, qui est en français, est quand même publié à Londres. Oui, tout à fait. Ah bon. Et donc, l'ouvrage de 1815 est publié en français et en anglais. Et en anglais, c'est vrai, et dans les 2 langues, alors que celui de 1831, seulement en anglais. Et donc, dans ces voyages-là, certainement, Bouchette va développer ou raffermir des contacts qu'il y a avec des gens à Londres.
Mais en 1831, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il va en fait rencontrer des membres de la famille royale après avoir fini les travaux sur son livre, qui est en 2 volumes. Là, c'est vraiment un ouvrage important, le livre de 1831. Et il va remettre en main propre à des membres de la famille royale son ouvrage, donc au pied du trône, comme il le dit lui-même, très poétique. Et ils vont même, lui et son fils, parce que l'un de ses fils vient avec lui pour l'aider à finir le travail, parce que quand il arrive à Londres, ils ont des épreuves pour l'imprimerie qui sont presque prêtes, mais il y a encore du travail d'assemblage, de correction, d'ajout d'informations à faire. C'est un travail qui est scientifique, ultimement, pour les standards de l'époque. Et donc... il va être assez long, il va être là pendant 2 ans, là, la deuxième, pour son 2e grand voyage. Et c'est ça, il va rencontrer des membres de la famille royale et j'allais dire, ils vont même rencontrer la future reine Victoria, oui, donc qui est âgée de 14 ans au moment de leur visite et qui va devenir une des reines les plus connues de l'histoire de la Grande-Bretagne. Évidemment. Écoutez, on parle d'Angleterre et là, c'est le moment de faire une pause musicale. Et ça tombe bien parce que, Jérémy, vous nous avez choisi de très belles chansons pour accompagner notre émission. Et on va commencer par faire un clin d'œil à Joseph Bouchette avec la chanson de Gilles Vigneault, « Si les bateaux ». Écoutez, mesdames, messieurs, dans cette chanson-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un vers qui dit « Loin comme l'Angleterre ». Loin comme l'Angleterre. Alors, écoutons ça, la chanson de Gilles Vigneault, « Si les bateaux ». Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, arque ta voile, si la mienne, fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, tout comme une aile d'Istolet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si les trésors dont nous avions la clé, le plan, la carte et la belle aventure n'étaient que rêves et qu'imposture, évoque-les par des drapeaux de pluie dans les matures. Par des drapeaux de pluie dans les matures. Profond comme au large de l'île, tout comme une aile d'Istolet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si je me fais facteur ou jardinier, ne me viens plus parler de contrebande. Mais si tu veux que je me pende au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Profond comme au large de l'île, tout comme une aile d'Istolet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Nous venons d'entendre la chanson de Gilles Vigneault, « Si les bateaux », composée en 1962. Vous êtes à l'antenne de Radio-VM et nous sommes en compagnie du jeune historien Jérémy Lévesque-Saint-Louis, qui vient de faire paraître aux presses de l'Université Laval son ouvrage sur l'arpenteur général Joseph Bouchette, intitulé « Retracer le territoire, tracer le pays ». Arrivons donc justement à cette étude du territoire. Alors, Joseph Bouchette, qui est un arpenteur, on l'a dit tantôt, est un homme de terrain. Il marche le territoire. On nous a souvent décrit l'aspect héroïque de la conquête du pays, les colons, les colonisateurs. Les colons arrivent dans les zones vierges qu'il faut défricher. Alors, l'arpentage accompagne la colonisation. Alors, la question, c'est comment est-ce que Bouchette décrit le territoire? À quoi est-ce qu'il va s'attarder surtout? Et vous, Jérémy Lévesque-Saint-Louis, vous avez lu
les 664 pages de 1815 et les 784, je suis en admiration vraiment, les 794 pages de 1831. Nous, je pense que la plupart de nos éditeurs et moi, en tout cas, on n'aura jamais la chance d'aller lire tout ça. Alors, dites-nous donc ce qu'on trouve dans ces deux ouvrages. Oui, alors comme vous avez dit, l'arpentage accompagne la colonisation, voire idéalement pour les autorités, l'arpentage se fait avant la colonisation. Et c'est un outil d'organisation pour diviser le sol, organiser tout ça. Et donc, Bouchette, je l'ai évoqué rapidement en première partie, mais Bouchette, quand il traverse le territoire, quand il parcourt réellement, il s'attarde aux ressources naturelles, à la qualité des sols, aux voies de navigation. Hein, donc, tout ce qui est lié avec... Il faut circuler sur ce territoire-là, il faut pouvoir exploiter ses ressources et il faut pouvoir mettre le sol en culture. Donc, quand il va arriver dans un lieu, il va d'abord... Principalement, il va nous expliquer comment on circule sur cet espace pour l'atteindre. Ensuite, il va s'attarder à la qualité des sols. Quel type de terre on y trouve? Quel type de culture par rapport à ce type de terre-là on pourrait Donc, il y a vraiment toutes faire. sortes de compétences. C'est quasiment un Oui, agronome. c'est presque un agronome, en foresterie également. oui, Vraiment, il y a un incroyable. rôle là, qui est très large. Là. Culture très vaste. Oui, tout à fait. Mais c'est beaucoup comme ça. Hein. À l'époque, les gens ont plusieurs chapeaux. Hein. Surtout quand ils ont des postes dans la haute administration, ils vont remplir finalement toutes sortes de fonctions là, sous-jacentes, si on veut. Et donc, Bouchette, c'est ça, s'attarde à la qualité des sols pour l'agriculture, parce que si on établit des colons dans un endroit où les sols sont de mauvaise qualité, eh bien, ils ne seront pas capables de devenir autonomes par rapport à l'alimentation, mais ils ne pourront pas avoir des surplus pour envoyer sur le marché non plus. Hein, et c'est ce que les autorités veulent des surplus qui vont aller sur un marché impérial. Et donc, ça arrive parfois qu'on fait des cantons, qu'on établit des cantons dans des zones qui ne sont pas idéales et il faut déplacer les gens après. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas le meilleur des scénarios. Exactement. Et donc, ça tarde sur la qualité des sols. Il va aussi s'attarder beaucoup sur les essences de bois, donc les types de bois qu'on retrouve dans un espace donné. Et notamment, bon, ça prend évidemment du bois de construction pour construire les habitations, les fermes, etc., faire des ponts, parce que c'est bien important. Mais aussi beaucoup, et ça, les autorités à Londres le répètent plusieurs fois, on veut des essences utiles pour la marine. L'Empire britannique est une thalassocratie, on pourrait dire. Et donc, tout repose... Une thalassocratie. Thalassocratie. Un empire qui repose ou un royaume qui repose sur la mer, exactement, la navigation. Et donc, il y a la marine marchande et la marine de guerre. Et non seulement il faut construire des nouveaux bateaux, mais il faut aussi entretenir ceux qu'on a déjà. Ça prend une quantité astronomique de bois. Et on fait beaucoup venir, donc la Grande-Bretagne, c'est des îles qui ne sont pas immenses. C'est rendu au 19e siècle. Il n'y a plus de très grandes forêts. Et donc, on importe beaucoup de bois des pays de la Baltique et de la Russie notamment, mais la géopolitique, les relations diplomatiques, surtout au 19e, là, il y a beaucoup de tensions avec cette région du monde-là, notamment avec la Russie. Aujourd'hui, on pourrait faire un petit parallèle avec notre période. Mais donc, les autorités sont sensibles à ça. Ils veulent s'assurer qu'il peut y avoir des sources de bois ailleurs dans leur empire. Fiable, exact. Et les deux colonies du Canada, le Bas et le Haut-Canada, font partie de ça, évidemment. Alors, on met beaucoup l'emphase sur trouver des zones où il y a du bois utile pour la marine, notamment le chêne, par exemple, qui est en demande, le cèdre aussi, qui peut être très utile. Et donc, Bouchette va noter ce genre de choses-là. Et aussi, il va s'attarder à est-ce qu'il y a des minéraux, parce que depuis la création des empires européens, disons, eh bien, on veut toujours des minéraux. On cherche toujours de l'or en Amérique. Oui, exact. Et on veut des minéraux rares parce que ça fait gonfler les coffres de l'État, mais on veut aussi des minéraux pratiques comme le fer, le cuivre, etc. pour des besoins de... Est-ce qu'il a fait des découvertes à ce sujet-là? Peu, parce qu'il faut vraiment aller vers le bouclier canadien, vers le nord. Mais sur l'Outaouais, dans la région de Hull, il y avait des gisements ou des veines de fer quand même. Mais il faut attendre les années 1850 pour que vraiment l'exploitation se développe. Alors, Bouchette va jouer un rôle plus minimum là-dedans, mais à l'époque, il y a déjà les forges du Saint-Maurice qui sont encore exploitées à ce moment-là, qui sont assez importantes. Mais donc, Bouchette, lui, son rôle va être plus limité à ça parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de gisements propice à ça. Mais donc, le bois, la qualité des sols, c'est vraiment des choses importantes que les autorités demandent à l'arpenteur général
sur lesquels il doit être attentif. Là. Vous avez mentionné aussi le chanvre. Qu'est-ce que c'est que le chanvre vient faire dans le décor? Oui, en fait, c'est une plante fibreuse qui permet de faire du cordage et des voiles. Alors, même chose que le bois. Pour la marine. Oui, exactement. Même chose que pour le bois. Et donc, ça, c'est super important. Mais, et même scénario, en fait, on importe beaucoup de chanvre de Russie et des pays baltes. Et encore là, quand ça devient compliqué avec ces régions-là, eh bien, on veut avoir des sources d'approvisionnement alternatives et fiables, comme vous avez dit. Et donc, au Bas-Canada, on essaie par plusieurs moyens là, de stimuler les agriculteurs pour qu'ils se prêtent à la culture du chanvre. Et Bouchette, lui, stipule qu'à plusieurs endroits, le chanvre pousse bien au Bas-Canada. C'est un climat qui n'est pas très, très loin de celui de certaines régions en Russie. Mais finalement, pour les agriculteurs canadiens, ça représente un risque de se lancer dans une nouvelle culture alors qu'ils peuvent faire pousser du blé ou de l'avoine. Ouais, avec des débouchés plus assurés. Donc, ça partira jamais vraiment, là, le chanvre. Il y en a un peu quand même. C'est pas à zéro, mais c'est pas autant que les autorités auraient voulu. Et finalement, les problèmes géopolitiques se règlent pour l'Empire par rapport à leur approvisionnement avec la Russie, entre autres. Et donc, on abandonne un peu ce projet-là éventuellement, mais Bouchette, c'est quelque chose qui est très attentif tout le long de sa carrière à situer des zones qui pourraient être idéales pour faire pousser du chanvre. Ouais. On a aussi parlé beaucoup de l'importance, vous en avez glissé un mot, du réseau de communication pour l'avancement de la colonisation, justement. Améliorer les routes, utiliser les voies navigables, c'est des questions auxquelles s'intéresse l'arpenteur général. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ça? Oui, il y a plusieurs projets à l'époque là, qui sont mis sur la table. Certains vont naître, certains vont rester dans les cartons. Mais donc, on veut faciliter plusieurs choses. Donc, on veut faciliter les communications, disons, internes à l'intérieur du Bas-Canada pour faciliter le transport des biens, des marchandises, des gens, évidemment. On veut faciliter aussi les communications avec les États-Unis parce que même si la Grande-Bretagne et son empire sont plusieurs fois en conflit avec les États-Unis fraîchement créés, on tolère quand même un certain niveau de compétition et veut pas, il y a des biens qui circulent entre les États-Unis et le Bas-Canada. Et donc, on veut avoir des routes efficaces pour se déplacer entre les deux pays. Et il y a un de ces exemples-là, ça serait le chemin Craig, qui est le nom d'un gouverneur. Et en fait, sous ce gouverneur-là, on veut faire un chemin qui partirait donc de Montréal et Québec. On essaie souvent de faire des voies là, qui vont éventuellement se rendre aux deux villes. Mais c'est essentiellement un chemin qui passe par les cantons de l'Est et qui se rendrait jusqu'aux États-Unis. Et donc, c'est pour connecter les nouveaux établissements et, comme je disais, faciliter les liens avec la République. Et lui, quel va être son rôle dans ça? Eh bien, Joseph Bouchette, en circulant abondamment dans ces espaces-là, entre autres pour justement définir si et où on peut établir des nouvelles populations pour étendre la colonisation, bien, en faisant ça, bien, il apprend super bien à connaître le territoire. Hein, il devient vraiment un spécialiste du détail, là, vraiment, du territoire. Et donc, ça lui permet de conseiller les autorités pour savoir où passer une route ou développer une voie navigable pour faire ces nouvelles communications-là. Donc, par rapport aux voies navigables, par exemple, il va dire les rivières, elles vont dans quel sens, elles ont quelle profondeur, quel type d'embarcation on peut faire circuler dessus. Parce qu'à l'époque, il faut vraiment avoir en tête que les autoroutes, pour transporter la marchandise, là, ce qu'on ferait aujourd'hui en train ou en camion, à l'époque, c'est sur les rivières, c'est avec des petites embarcations, ce qu'ils appellent des bacs aussi, qui sont des genres de barges. C'est là-dessus là, qu'on transporte le matériel lourd. Là. Donc, c'est super important pour les autorités. Et Bouchette va être attentif à ça et conseiller les autorités. Aussi, toujours dans l'optique que ça soit des communications efficaces, moins longues et moins coûteuses pour les autorités, donc. Et autre exemple, on aurait aussi, par exemple, un chemin entre la Chine et Montréal. Bon, aujourd'hui, c'est dans la même municipalité, mais à l'époque, c'était deux entités distinctes. Et la Chine est super important parce que c'est un point chaud pour connecter avec le commerce des pays d'en haut et de ce qui serait aujourd'hui l'Ontario, mais qui était à l'époque le Haut-Canada. Donc, c'est vraiment un endroit important, un hub, qu'on pourrait dire en anglais, où on transporte des marchandises, là. Et donc, qu'il y ait un chemin efficace entre ce village-là et Montréal, c'est super important parce que les grands navires arrêtent à Montréal. Et donc, avant 1805, on va dire que le chemin est tortueux et de mauvaise qualité, que ça prend une journée au complet faire le chemin pour une journée pour faire Montréal-la Chine. avec les gens qui transportent des charrettes et tout ça.
Bouchette exagère peut-être un peu. Il dit ça prend presque une journée faire le chemin. Exagère. Et donc, on va faire un chemin droit qui est administré par un petit syndic, en fait, là, qui est comme semi-privé, qui va s'occuper d'entretenir tout ça. C'était des chemins qu'on disait à péage, avec des chemins à barrière qu'on faisait à l'époque pour financer l'entretien et tout. Et là, on va faire un chemin là, beaucoup plus large, qui est presque droit, et donc il n'y a pas des grandes crevasses et tout ça. Et là, le trajet va se faire rapidement là, entre les deux points. Donc, c'est le genre de projet sur lesquels on demande les connaissances de Bouchette. Alors, dites-moi donc, Jérémy, ce que vous décrivez a l'air tellement intéressant. Dites-nous, lire ces livres-là, est-ce que c'était agréable à lire comme ouvrage ou c'est aride? Moi, j'avais l'impression que c'était aride, mais à vous entendre, on dirait que c'est agréable. Je dirais que c'est... Bon, pour la personne moyenne, je dirais que c'est probablement aride parce que, surtout les parties, là, on décrit canton par canton, seigneurie par seigneurie. Là, c'est vraiment... Ça devient lassant. Oui, exact. C'est assez... moi, j'avais des questions à répondre en tête, donc c'était stimulant. Mais c'est parti où il va donner son opinion sur l'Empire britannique, la politique, la religion même, toutes ces choses-là. Là, j'ai trouvé que c'était fascinant à lire quand même parce que ça nous permet de nous plonger dans l'époque du point de vue de quelqu'un qui est en faveur et qui travaille pour l'Empire, donc qu'on aurait qualifié à l'époque là, de bureaucrate, là, par exemple. Donc, c'était tout à fait fascinant, mais pour le lecteur moyen, probablement un peu aride. C'est justement là que je voulais en arriver, à l'interprétation. Parce que, chers auditeurs, vous savez qu'en histoire, il y a deux façons d'écrire. On peut décrire les choses, décrire le paysage, etc. Mais on peut aussi essayer d'analyser. Et dans un ouvrage aussi savant qu'un mémoire de maîtrise, comme celui qu'a fait Jérémy, évidemment, c'est l'analyse qui nous intéresse le plus. Alors, il y a dans votre livre, justement, beaucoup d'analyses et une théorie que je vais essayer de résumer ici, vous me direz si c'est bien ça, une interprétation qui veut faire ressortir le fait que Joseph Bouchette est un agent du pouvoir impérial au service de l'Empire britannique. Et alors, à ce niveau-là, sa tâche consisterait à fournir à la couronne un certain nombre de connaissances sur le territoire, et ces connaissances-là permettraient à l'Empire d'exploiter la colonie. Mm-hmm. Alors, développez-nous donc un peu cette thèse-là, Jérémy, si vous voulez. Oui, donc il faut se rendre dans le contexte. L'Empire britannique, quand même, la conquête de la Nouvelle-France, ça se fait en 1759, c'est terminé, disons. 1763, on a la proclamation royale. Et donc, quand on arrive au début du 19e siècle et à la fin du 18e, début du 19e, on a mentionné l'acte constitutionnel de 1791, eh bien, l'Empire... pas beaucoup exploité la colonie encore. Et donc, il y a des grands projets de développement pour une colonie à l'époque, au sein de l'Empire britannique. Ça doit apporter quelque chose à la couronne. Ça doit générer des revenus, amener des ressources, etc. On est encore dans un contexte commercial et économique mercantile. Et donc, l'Empire veut s'approprier le territoire du Bas-Canada. Ça veut dire implanter des nouvelles institutions qu'on dit britanniques. Ça peut être des écoles, ça peut être le Parlement du Bas-Canada qu'on a mentionné aussi. Ce genre de choses-là, on veut mettre le territoire à notre image, mais c'est aussi à l'échelle vraiment du terrain, donc établir les cantons. Les cantons, c'est le modèle en opposition un peu avec les seigneuries qui dataient du régime français. Les cantons, c'est le modèle de développement du territoire voulu par les autorités britanniques. Donc, on veut s'approprier le territoire et Bouchette, lui, à cet effet-là, est un agent d'appropriation, finalement, qui va travailler pour, justement, que l'Empire soit capable de développer, aménager, exploiter, tirer profit de cet espace-là. Comment on fait ça? Là, on l'a évoqué plusieurs fois, on apporte des informations aux autorités, comme pour les voies de circulation, etc. Mais c'est beaucoup aussi en allant mesurer mesurer un espace, mesurer des régions, leur mettre le modèle des cantons, les diviser et les vendre ou les donner à des futurs colons qui vont aller défricher et exploiter la terre. C'est vraiment ça. Et du point de vue de l'Empire britannique, idéalement, on veut que ces gens-là, ce soit des anglophones et des protestants. Ça, c'est bien important. On n'empêche jamais les catholiques de s'installer dans des cantons. Et comme on a dit, Bouchette lui-même est un francophone catholique. Mais
empêcher les francophones de s'implanter dans les cantons. On veut quand même favoriser le fait que ça soit des protestants anglophones parce qu'on dit, bon, mais ça va être des gens qui sont naturellement plus portés à être favorables au gouvernement, plus fidèles, plus loyaux à la couronne, qui vont avoir moins tendance à se rebeller finalement. Et donc, en allant développer des zones où on fait des nouveaux cantons comme ça, par exemple, le long de la rivière des Outaouais, c'est un espace important pour ça, dans les cantons de l'Est, qui portent bien leur nom, mais aussi dans la zone, là, finalement, on dirait aujourd'hui la première couronne montréalaise, là, autour vraiment de l'île, autour des premières seigneuries qui sont directement sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Au-delà de ça, on commence à vouloir plus loin dans les terres. Parce qu'au-delà de l'appropriation du territoire pour l'Empire, il y a aussi le fait que, en bordure du fleuve, le long des principales rivières, le territoire commence à être assez occupé. On a beaucoup de familles qui se sont développées, des familles d'agriculteurs et tout. Et donc, il y a moins de place. Il faut aller plus loin. Il faut aller dans l'arrière-pays. Disons qu'à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres, là, on commence à arriver dans des... Dans des zones qu'on dirait, entre guillemets, vierges, du point de vue, évidemment, d'agriculteurs et d'agriculture à l'européenne. Et donc, Bouchette, lui, travaille à développer cet espace-là, vraiment, l'arrière-pays. Parce que si j'ai bien compris, il ne s'occupe pas beaucoup des Autochtones dans ses ouvrages. Non, exactement. C'est chez les autorités britanniques à l'époque, en fait, il y a comme... c'est une vision très péjorative, évidemment. On dit, d'une part, leur mode de vie traditionnel, c'est barbare, c'est sauvage, ça doit disparaître. Ceux qui vivent encore comme ça, on devrait tout simplement les assimiler. Et donc, là, les cultures autochtones traditionnelles sont vouées à disparaître ou à être absorbées. On a une idée de civilisation à l'époque. Les gens d'origine européenne, chrétiens, doivent civiliser les autres peuples. Et donc, Bouchette, lui, adhère naturellement à ça. Il va, par exemple, dire, certaines communautés, ce sont ce qu'on appelait sous le régime français les domiciliés, qui étaient convertis souvent au catholicisme. Bouchette va dire, eux sont plus proches de la civilisation européenne. Ils font un travail qui est plus proche de ce qui devrait être. Alors qu'il va dire, d'autres communautés sont plus arriérées, ils sont trop proches de leur mode de vie traditionnel, etc. Donc, il y a un jugement assez sévère. Et évidemment, il n'y a aucune façon de... il n'y a pas d'intérêt à voir comment on pourrait les accommoder à cette époque-là. Donc, Bouchette, lui, participe tout à fait à ça. Et il n'y a pas de question de, est-ce que cette terre-là empiète sur un territoire qui est autochtone ou non? C'est pas vraiment des questions. Cela dit, il y a des communautés autochtones du coin de Québec, par exemple, qui vont faire appel à l'arpenteur général parce qu'ils ont des problèmes avec la mesure des terres qui leur ont été concédées, parce qu'il y a quand même des groupes autochtones qui ont fait des processus pour être propriétaires légaux de leurs terres, toutes sortes de traités et tout. Et Bouchette va quand même travailler là, pour eux, pour aller... pour essayer de régler leurs problèmes. Quand l'occasion se présente. Oui, exactement. Mais c'est ça. Sinon, ce qu'on veut, c'est vraiment développer la colonisation d'origine britannique et protestante. Et ça s'est fait beaucoup, entre autres, dans les régions comme l'Outaouais ou les Laurentides, ce qui va nous amener à une nouvelle chanson qu'on va écouter. Et quoi de plus évocateur pour parler de l'Outaouais et les Laurentides que la chanson de Jean-Pierre Ferland à Sainte-Adèle PQ. Alors, pour vous mettre en appétit, mesdames, messieurs, je vous en cite quelques vers. « Les arbres ont-ils de quoi mentir? Le ciel est-il plus haut qu'ailleurs? La rivière a-t-elle un sourire? Et la montagne quelques pleurs? » Alors, écoutons cette chanson de Jean-Pierre Ferland, Sainte-Adèle PQ. Les arbres ont-ils de quoi mentir? Le ciel est-il plus haut qu'ailleurs? À Sainte-Adèle PQ. La rivière a-t-elle un sourire? Et la montagne quelques pleurs? À Sainte-Adèle PQ. À Sainte-Adèle PQ. Pour que je ne puisse passer un seul jour sans m'y retrouver, la tête dans les cerisiers en été, la tête dans les sapins verts en hiver. Bien sûr, le vent est plus frondeur, l'eau un peu plus fraîche qu'ailleurs. À
à Sainte-Adèle-Pécule. Bien sûr, il y a ma mère et mon père, un bel été, un long hiver, à Sainte-Adèle-Pécule. À Sainte-Adèle-Pécule. Il y a la tétée de la rosée du matin et le sentier qui ne sera jamais un chemin. Et les filles déshabillées en été et les filles tout bras ouverts en hiver. Les arbres ont-ils de quoi mentir? Le ciel est-il plus haut qu'ailleurs? À Sainte-Adèle-Pécule. La rivière a-t-elle un sourire et la montagne quelques pleurs? À Sainte-Adèle-Pécule. À Sainte-Adèle-Pécule. Pour que j'en parte sans partir, que je veuille tant y mourir, la tête dans les cerisiers en été, la tête dans le sapin vert en hiver. À Vous venez d'entendre Sainte-Adèle-Pécule de Jean-Pierre Ferland, une autre trouvaille de notre invité, Jérémy Lévesque-Saint-Louis. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio-VM et vous écoutez Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Je vous signale en passant que cette société nous présente régulièrement des conférences intéressantes sur des sujets qui sont au cœur de notre histoire. Mais revenons à Joseph Bouchette, qui a vécu, rappelons-le, de 1774 à 1841 et qui a été l'arpenteur général du Bas-Canada entre 1801 et 1840. Nous en étions avec Jérémy Lévesque-Saint-Louis à regarder le côté impérialiste de son travail, qui est la principale conclusion de votre ouvrage. Alors pour vous, Joseph Bouchette, c'est en quelque sorte un agent de développement de la colonie. Il est d'ailleurs le dernier arpenteur général du Bas-Canada. Après 1840, le bureau de l'arpenteur est absorbé par le bureau des terres de la couronne. Pour vous, toujours, d'un point de vue britannique, Bouchette, c'est l'archétype du bon sujet canadien au service de la province et de l'Empire. Ses écrits soutiennent activement l'impérialisme britannique. Mais je me demande, Jérémy, êtes-vous bien sûr d'être impartial quand vous dites tout ça? Oui, en fait, c'est Bouchette lui-même qui nous guide vers ces conclusions-là. Et parce que... C'est pas vous qui tirez non. volant, là. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les phénomènes, les mécanismes et tout ça. La nature des conclusions, après, ben, c'est pas moi qui décide, c'est un travail scientifique. Mais Bouchette, oui, bon, on l'a évoqué de différentes façons. On mentionnait notamment par son poste de haut administrateur, parce qu'il gère l'ensemble du bureau de l'arpenteur général et donc coordonne le travail des députés arpenteurs, coordonne finalement l'ouverture des nouveaux espaces pour la colonisation. En faisant ça, il appartient à une certaine élite. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais en voulant vivre avec ce rythme de vie qui est aristocratique, on pourrait dire, ben, souvent, il va y avoir des problèmes d'argent, il va falloir qu'il vende des terres, il est cité à la cour parfois parce qu'il n'a pas payé un tailleur. Oui, c'est fréquent à l'époque que des gens qui ont des positions assez élevées se ramassent avec des problèmes financiers, mais grâce à un réseau d'élite, on se fait des services, on s'aide à s'en sortir finalement. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas toutes sortes de barrières pour s'assurer qu'il n'y a pas de corruption et tout ça. À l'époque, il y a beaucoup d'échanges, de
services et de faveurs qui se font dans ce milieu-là. Il appartient donc de facto à l'élite coloniale. Hein. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc, Bouchette a un intérêt évident à promouvoir l'Empire. C'est son employeur. Mais au-delà de ça, dans ses écrits, année après année, je crois que fondamentalement, pour Bouchette, il faut se rendre dans le contexte de l'époque, pour Bouchette, lui, l'Empire britannique est dans les différents systèmes gouvernementaux qu'il y a en Europe à l'époque. Pour lui, la Grande-Bretagne, l'Empire britannique, c'est quelque chose de bien. Il y a plusieurs avantages. Bon, on a, par exemple, vous avez le droit d'être représenté par jugé par un jury si vous êtes poursuivi pour quelque chose. Il y a l'habeas corpus qui vous protège. Vous êtes obligé, vous avez le droit, en fait, de passer devant un juge si quelqu'un vous poursuit. Et donc, il y a certains avantages de la Constitution britannique par rapport à des royaumes, et là, je parle du point de vue de Bouchette, évidemment, mais par rapport à des royaumes comme la France. Royaume, qui vont devenir république et ensuite encore un royaume, là, beaucoup d'allers-retours à cette époque-là. Mais la France est souvent représentée comme l'inverse. Bon, c'est qu'il y a moins de droits, c'est plus autoritaire, etc. Donc, pour Bouchette, l'Empire britannique a un réel avantage. Et lui, il va plus loin même, il dit... l'Empire devrait continuer de s'étendre, on devrait développer davantage les colonies, et il va même critiquer. Quand il fait des critiques, en fait, c'est pas des critiques contre l'Empire, c'est des critiques parce qu'il trouve que ça va pas assez loin. Par exemple, il dit que les autorités impériales ne sont pas assez sévères avec les États-Unis d'Amérique. Il juge qu'on devrait moins permettre de commerce, de concurrence de leur part, que le Bas-Canada, entre autres, devrait être plus protectionniste. Il doit y avoir plus de mesures protectionnistes pour protéger le commerce du Bas-Canada, par exemple. Et donc, Bouchette, lui, vraiment, il va vouloir que ça aille plus loin. L'Empire devrait être plus rigide, se tenir davantage et vraiment favoriser le développement des colonies à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de prises de position. Oui, par rapport à l'état de la colonie, définitivement. Et justement, en terminant, Jérémie Lévesque-Saint-Louis, vous avez passé 2 ans de votre vie à étudier Joseph Bouchette, ses actions, ses écrits, on l'a bien vu dans notre entrevue. Et je sais que votre but, ce n'était pas du tout de faire sa biographie. Mais vous avez dû tout de même vous faire une idée de ce personnage-là. Comment est-ce qu'il vous apparaît en définitive, Joseph Bouchette? Ça m'apparaît comme on l'a évoqué plus tôt, quelqu'un qui a plusieurs chapeaux, quelqu'un qui a un rôle très vaste. Donc, moi, j'en parle comme un bureaucrate, un praticien qui est omnipotent. Il se prononce sur beaucoup de choses, toujours de près ou de loin en lien avec le territoire, mais il parle de l'immigration, des voies de navigation, de l'agriculture, etc. Donc, quelqu'un qui a un rôle vaste, qui touche à beaucoup de choses. Quelqu'un qui est un vrai bureaucrate, là, vraiment, là, qui, comme on a dit, qui est un sujet britannique qui en est fier, qui va vanter les avantages de la couronne anglaise et les vertus de l'Empire. Et aussi, quelqu'un, et ça pour l'historien, je crois que c'est très intéressant, quelqu'un qui a vraiment le souci de la précision, du détail, du travail exécuté dans l'ordre, en suivant des protocoles. Et donc, à l'époque, on n'a pas d'outils au laser, on n'a pas de satellites qui permettent de voir le territoire, on ne peut pas le survoler. Et donc... il faut se fier aux étoiles pour faire certaines mesures, pour savoir on est où précisément sur le territoire. On utilise divers outils de vue qui vont permettre de relever les angles, de relever les distances, etc. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'habileté en mathématiques, en géométrie, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un scientifique? Exactement, c'est là où je voulais en venir. Oui. C'est pour les standards de l'époque, c'est vraiment quelqu'un qui travaille, disons... en suivant une méthode scientifique et qui nous a offert ensuite ces 2 ouvrages, ces 2 livres, des œuvres très précises. Évidemment qu'il peut y avoir des erreurs. Il y a aussi, sur ces cartes, par exemple, il va représenter les manoirs de ses amis proches de l'élite coloniale et il ne va pas représenter les manoirs de n'importe qui. Et des fois aussi, il y a des zones qu'il n'a pas vraiment explorées lui-même et il va falloir qu'il se fie à à ce que d'autres personnes lui ont dit par rapport à des descriptions que d'autres personnes lui ont données par rapport à ces espaces-là. Mais globalement, pour les standards de l'époque, c'est un travail qui est très précis. Le plus précis, en fait, qu'on a à cette époque-là. Alors, finalement, quel est l'héritage qu'il nous laisse en définitive? En tout cas, du point de vue d'un historien, c'est définitivement une connaissance géographique de ce qui va devenir le Québec, très précise. Donc, c'est une source d'information qui est encore loin d'être épuisée pour faire de la géographie historique, pour comprendre le développement du territoire, pour comprendre comment
comment que ça a changé du régime français jusqu'au début du 19e siècle. Et ce qui est très intéressant, en tout cas de mon point de vue, c'est que c'est un territoire qui va nous décrire en détail avant l'industrialisation, donc avant les grands chemins de fer, avant les grandes usines, avant des ponts d'acier, tout ça. Donc, c'est vraiment à une époque qui est encore, qui est pré-industrielle, qui est plus ancienne par rapport à aujourd'hui. Et c'est un cliché qui est très important, je trouve, pour pouvoir voir vraiment comment tout ça va se transformer dans les décennies suivant sa carrière, finalement. C'est vraiment passionnant. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Jérémy Lévesque Saint-Louis, d'être venu à notre micro pour nous parler de cet ouvrage tout à fait révélateur sur un personnage singulier de notre histoire, l'arpenteur Joseph Bouchette. Je rappelle que votre ouvrage a été publié en 2023 aux presses de l'Université Laval et qu'il est préfacé par Danny Fougère, qui était votre directeur de mémoire, qui vante votre recherche des sources, votre regard dynamique, dit-il, sur l'action impériale de Bouchette au Bas-Canada. Merci beaucoup de cette entrevue. Merci à vous, ce fut un plaisir. En terminant, je tiens à remercier Antonin Viss, notre technicien, qui veille avec compétence à l'enregistrement et au montage de cette émission. Pour terminer en beauté, mesdames, messieurs, voici une autre chanson dénichée par notre invité Jérémy Lévesque Saint-Louis qui évoque le fleuve Saint-Laurent, cette première route des explorateurs. Jérémy a vécu toute sa jeunesse le long du fleuve, entre Sainte-Luce et Matane. Et inutile de vous dire que Joseph Bouchette, lui aussi, a arpenté le fleuve de long en large. Il s'agit de la chanson « Saint-Laurent » de Robert Charlebois. Je me permets de vous en lire quelques vers. « J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique. Des grands lacs jusqu'à Tadoussac, des voitures d'eau qui l'ont défriché. » Alors écoutons, mesdames, messieurs, cette chanson de Robert Charlebois et à la prochaine. J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique, un fleuve bleu vert, Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel, agile, fragile, belle et rebelle, presque océan, presque Atlantique. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Un fleuve tout plein d'animaux brillants, de capelans, de cap-diamants, de baleines douces et de poissons volants. J'habite un estuaire souffrant, un vieux géant à court d'arguments. Faut vacciner même les marsouins, des barbouillés, bébés loufoques, des grands lacs jusqu'à Tadoussac. Il faut laver l'eau, laver l'eau, laver l'eau. J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique, un fleuve bleu vert, Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel, agile, fragile, belle et rebelle, presque océan, presque Atlantique. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Un fleuve par de verre Charlevoix, bordé de quais
de ferme d'oncle Joseph, de nom qui chouine chez les Cajuns. J'habite une suite de caps tourmentés, à la mémoire des marins d'eau salée, des voitures d'eau qui l'ont défriché. Ils étaient des centaines, puis des milliers, on est des millions. Amarré au marais, amarré au marais, amarré au marais, amarré au marais. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.